Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du 237 d'abord. Vraiment, si tu n'es pas un danseur de salsa, ou si tu ne pratiques pas cette danse et tu ne t'y intéresses pas, je crois que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Dans cette vidéo, je voudrais partager ce que je sais déjà avec mes confrères formateurs du Cameroun, avec mes frères, avec tous ceux qui s'intéressent à la salsa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler, ou alors je vais parler de la genèse de la salsa. Je vais essayer de brosser la genèse de la salsa à l'africaine, c'est-à-dire je vais la raconter de telle enseigne que vous pouvez vous identifier. Mais avant de le faire, je voudrais préciser ici ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. En fin juillet 2021 et en octobre, je crois lors d'un festival au Cameroun, nous avons eu, quand je dis nous, je parle des formateurs camerounais, nous avons eu l'occasion de pouvoir nous entretenir sur certaines tendances au Cameroun concernant la salsa. Généralement, vous entendez des termes du genre « je danse la salsa » ou alors « il y a une compétition de salsa ». Je crois que si on ne comprend pas qu'il y a plusieurs types de salsa, ce n'est pas un problème. Je voudrais ici reprendre le problème en d'autres termes, histoire que vous puissiez comprendre rapidement. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui que je pratique de la danse traditionnelle, je crois que la première question que vous allez lui poser, c'est celle de savoir de quelle danse traditionnelle s'agit-il. Donc, si on vous dit qu'il y a une compétition de danse traditionnelle, je crois que vous allez vous poser la question de savoir sous quelle base va-t-on juger si un danseur maîtrise mieux sa discipline qu'un autre. Parce qu'il y a tellement de danse. Donc on ne peut pas dire que je danse tout simplement de la salsa. Il faudra préciser quel est le type de salsa on danse. Et pour mieux danser la salsa, il faut comprendre d'où la salsa vient. Comprendre comment elle s'est développée pour savoir exactement ce que nous dansons au Cameroun. Donc, allant sur cette base-là, j'ai décidé de tourner cette vidéo histoire de pouvoir partager mon savoir avec tous les Camerounais qui s'y intéressent. Pas pour dire que je danse mieux ou alors que je connais mieux, mais juste histoire de mettre ma connaissance à la disposition de mes frères camerounais. Je me dis qu'à travers ce type de vidéo, on pourra soit se compléter et apprendre les uns et des autres, ou alors s'inspirer des autres pour mieux comprendre ce qu'on pratique. Juste après le jingle, je vais essayer de vous dire en quelques lignes de quoi il en résulte quand on parle de la genèse de la salsa. Pour parler de la genèse de la salsa, il est important de comprendre comment tout cela a débuté. Je crois, pour ma part, en faisant un rapprochement avec la culture camerounaise ou alors avec la culture africaine, tout ceci a commencé avant l'esclavage. Avant l'esclavage. J'explique. Avant l'esclavage, nos parents croyaient, ou nos ancêtres croyaient en différentes choses. On croyait à la nature, aux arbres, à l'eau. On croyait aux décédés. Je crois que même jusqu'à aujourd'hui, en pays bamileke, on continue à prier sur les crânes de façon traditionnelle. Donc, pour chaque chose en laquelle on croyait, il y avait une danse appropriée. Si on croyait au dieu de l'eau, il y avait une danse appropriée au dieu de l'eau. Si on croyait au soleil, il y avait la danse appropriée au dieu du soleil. Si c'est le tonnerre, et ainsi de suite. Il y avait différentes ethnies, différents groupes ethniques, et chaque groupe ethnique avait sa particularité. Ça pouvait être la langue, ça pouvait être l'accoutrement, ça pouvait être la culture, ça pouvait être l'anatomie. Bref, il y avait beaucoup de signes. Pour mieux expliquer ce que je vais vous faire comprendre, je crois que je vais juste prendre 3 facteurs qui sont
la langue parlée, la coiffure et l'accoutrement. Une fois que l'esclavage est arrivé, nos frères, nos ancêtres ont été déportés vers l'Amérique. Une fois dans les plantations ou alors chez le maître, nous avons été défaits de ces trois choses qui faisaient notre identité. Tous les noirs, esclaves, étaient rasés complètement. Donc, il était difficile de reconnaître son frère par la coiffure qu'il avait. Les tenues vestimentaires n'étaient plus les mêmes. On nous donnait des tenues à porter. Et de trois, il était presque interdit à un moment de parler la langue de chez soi. Premièrement, tu ne sais pas qui est ton frère, donc du coup, ça devient difficile de communiquer. Et par la suite, on t'interdit de communiquer dans la langue que tu connais. Parce qu'il fallait que le noir, esclave, puisse s'exprimer dans une langue que le maître puisse comprendre, histoire qu'on ne le fasse rien dans son dos. Une fois dans les plantations, dans un premier temps, les noirs, hommes, ou alors les hommes et les femmes étaient séparés les uns des autres. Les hommes avec des zones là où ils travaillaient, les femmes avec des zones là où ils travaillaient, mais ils ne travaillaient pas tous ensemble. Après, on s'est rendu compte, ou alors après le maître s'est rendu compte que ceci était contre-productif parce que plus les hommes étaient éloignés des femmes, ils travaillaient dans leur coin, ils étaient plus agressifs. Donc il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Et je crois qu'une raison pour laquelle le rapprochement s'était aussi fait, c'est que le transport des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique coûtait énormément. Alors on se pose les questions de savoir, peut-être c'est mieux de faire le rapprochement histoire qu'ils puissent faire des enfants qui seront à leur tour des esclaves, ce qui encourage alors l'idée de faire un rapprochement ou de rapprocher les hommes et les femmes. Déjà après le rapprochement, il était permis aux Noirs de se retrouver entre eux. Et vous savez, même quand vous avez tout perdu, il y a une seule chose qui vous reste, c'est votre croyance. Pour garder espoir, pour garder la foi qu'un jour les choses vont changer. Après le rapprochement, il y avait les retrouvailles en soirée. Pendant ces retrouvailles, d'abord entre hommes, tout simplement, les hommes avaient la possibilité d'exprimer leur journée, leurs sentiments, les émotions à travers des danses traditionnelles. Vu que les esclaves entre eux ne parlaient pas forcément une langue dans laquelle ils pouvaient se comprendre, ils étaient au moins obligés de s'exprimer avec la gestuelle ou à travers la danse, à travers des mouvements. C'est la raison pour laquelle nous, quand nous dansons, les mouvements que nous devons faire doivent avoir une définition ou alors doivent avoir un sens. Je crois que c'était ça au départ. D'où naît cette danse-là appelée Colombia. Rien à voir avec la Colombie, mais c'était beaucoup plus une danse où les gens exprimaient leurs émotions. Ça ne se dansait pas en couple parce qu'on faisait un cercle et il y avait quelqu'un qui jouait un instrument, peu importe le type d'instrument, sur les jambes ou je ne sais pas trop. Et quelqu'un allait au milieu et à travers sa danse, il exprimait ses émotions de la journée ou quelque chose qu'il a en cœur. Donc, d'où naît Colombia, qui est une partie de la sous-branche appelée Guaranco. Par la suite, il y a le rapprochement maintenant entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'en soirée, par exemple, il n'y avait plus seulement un groupement d'hommes, mais il y avait un groupement d'hommes et de femmes. D'où naît la rumba cubaine, telle que moi je l'entends, beaucoup plus connue sous le nom de Afro-Rumba, sous la sous-branche Guaranco. Et avec, comme je viens de le souligner, nous avons Colombia et nous avons maintenant la rumba et Yambui. Un jeu entre l'homme et la femme, où l'homme essaie d'impressionner la femme avec qui il voudrait passer du bon temps. Il voudrait gagner le cœur d'une femme à travers la danse. Et les hommes se donnent tout le mal qu'ils peuvent se donner pour impressionner la femme pendant la danse. Et à l'occasion de pouvoir, ils essayent de vouloir enceinter la femme, disons comme ça. Et elle, dans ce jeu-là, essaie d'expliquer à l'homme qu'elle est noble, elle peut danser avec lui, elle peut s'amuser avec lui, mais aller au lit, elle ne veut pas. Donc du coup, le jeu continue. Tant que l'homme n'enseigne pas à la femme, le jeu continue. Donc pour qu'on puisse danser, s'amuser ensemble pendant longtemps, il faudrait que
la femme ne se laisse pas aussi enceinter. Donc chacun a son rôle et le jeu continue. Ensuite vient Yambui. Yambui, c'est aussi la rumba, mais seulement, généralement, c'est tellement lent que c'est parfois interprété comme la rumba, mais pour les vieux, parce qu'il y a des choses que les vieux ne peuvent plus faire. Mais c'est beaucoup plus romantique, beaucoup plus émotionnel. On peut bien jouer. Les deux partenaires dans leur rôle peuvent beaucoup jouer parce que la femme ne court plus le risque d'être enceinte. L'homme est déjà assez vieux, mais il ne lâche pas prise. Dans ses mouvements, il est lent et ça devient romantique. Quand on se rapproche de la fin de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, la première danse qui était pratiquée par tout le monde s'appelait le son. Cette danse était pratiquée sur le 4 et sur le 8. Et c'est cette danse qui sera aussi pratiquée lors de l'association des Noirs et des Blancs, parce qu'après la fin de l'esclavage, il fallait créer une société à part entière. C'est la raison pour laquelle le son demeure au Cuba la première danse, ou alors la danse nationale, parce que c'était la première danse sous laquelle les Noirs et les Blancs pouvaient danser à, comment on le dit encore en français, pouvaient danser au même niveau, pouvaient se regarder dans les yeux en dansant, et non avant où il y avait le maître et il y avait l'esclave. Maintenant, ils pouvaient danser et se regardant les yeux dans les yeux à armes égales, à hauteur égale. En ce moment-là, il y avait une musique qui était appropriée au son. Et à côté de cela, les jeunes noirs ou alors les jeunes cubains ont développé une autre danse qu'on appelait la timba. Ce qui aujourd'hui est appelé la salsa, avant était appelé timba. Il faudrait bien qu'on précise. Le son est devenu tellement populaire qu'il a été transporté vers d'autres pays et commencé à prendre différents noms. C'est de là que viennent les différents types de salsa dont vous entendez parler. Vous avez sûrement entendu parler de la salsa New York Style. Au départ, ça ne s'appelait pas le New York Style, c'était beaucoup plus appelé mambo. Rien à voir avec la figure appelée mambo. Et c'était beaucoup plus dansé sur un autre tact, c'est-à-dire sur le 1, 2, 3, 5, 6, 7, comme vous connaissez normalement en salsa, mais seulement le changement de direction se faisait sur le 2. Écoutez bien, cette partie elle est très importante. Le changement de direction se faisait sur le 2 et l'homme commençait avec le pied droit, par le gauche, le pied droit. Ok? Donc, mais commençait avec le pied droit vers l'avant ou alors sur place et avec le 2 en avant. Et le changement de direction se faisait sur le 2. Maintenant, nous nous dirigeons du côté des États-Unis. Nous commençons par la ville de Los Angeles, là où, je crois, l'une des premières villes, là où la salsa a atterri. Ou alors où le son a atterri. Une fois là, il y a des changements qui s'opèrent. Maintenant, on ne danse plus sur le 4 et sur le 8, comme on dansait avant. Là, on commence à danser sur le 1. C'est-à-dire, on danse le 1, 2, 3, 5, 6, 7, comme vous connaissez généralement. Et l'homme commence par le pied gauche. Maintenant, il y a d'autres styles comme le style colombien qui, déjà dans le pas de base, commence aussi, se danse aussi sur le 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mais la posture qu'on prend pendant les pas de danse ou alors pendant le pas de base est différent de celui qu'on a dans le style new-yorkais ou dans le style Los Angeles. Ce n'est plus sur la ligne, par exemple, on ne part pas chercher sa partenaire qui nous suit quand on rentre, mais on se déplace beaucoup plus sur les côtés latéraux. Expliquer cela dans une vidéo ne vous laisse pas forcément correctement percevoir de quoi il s'agit, qu'il en existe de différents styles et qu'ils sont différents les uns des autres. Bien que ça peut se danser sur la même musique, sur le même type de musique, mais qui sont différents des uns des autres, avec d'autres façons de penser. Bon, la portoricaine et tous les autres styles que je n'ai pas cités jusqu'à présent, comme vous pouvez le savoir, en découle de la mère de la salsa, qui est le son, comme je l'expliquais plus haut.
Maintenant, je vais revenir dans la salsa cubaine. Moi, je suis un fan de salsa cubaine. Et je me dis, c'est celle-là qui est beaucoup plus proche de mes ancêtres. Et je la trouve beaucoup plus complète pour les raisons suivantes. Les arguments que j'apporte ici ne doivent pas vous laisser entendre que les autres salsas ne sont pas bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est juste ma préférence. J'explique ici juste ma préférence. Je la trouve beaucoup plus complète parce que les mouvements qu'on fait ont généralement une signification. Il y a des mouvements qu'on fait en afro, qu'on ajoute dans la salsa, dans la timba. Je reste sur le thème timba d'abord. Qui sont des mouvements qui appartiennent à des danses qu'on pratiquait quand il s'agissait de prier un dieu. On l'ajoute maintenant dans la danse. Donc c'est celle-là qui est beaucoup plus proche de nous. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous voulez écouter de la salsa sur YouTube, vous pouvez dire salsa, musique, ou alors les musiques de salsa. Vous pouvez aussi écrire timba cuba ou timba cubana. C'est aussi de la musique qui vient de Cuba, extra faite pour la salsa cubaine. Ok. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'autres musiques, vous ne pouvez pas avoir d'autres musiques sur laquelle vous pouvez danser la salsa. Je crois que même aujourd'hui, on a des musiciens camerounais qui font de la musique type salsa sur laquelle on peut bien danser. Je prendrais par exemple le Richard Bona, notre frère Richard Bona, qui fait aussi de la très bonne musique. Je prendrais Sen sur lesquels j'ai déjà eu à danser. Je crois qu'il y a un autre son, j'ai seulement oublié le titre, mais qui est... Quand vous dansez là-dessus, ouais, c'est bon. Je crois que je suis arrivé au terme de cette vidéo. J'espère en faire encore plusieurs que je vais mettre sur YouTube. Je crois que je vais ouvrir un canal extra pour ça, pour laisser la possibilité aux frères camerounais de partager la connaissance. Et j'espère aussi en voir beaucoup de votre part, histoire d'apprendre aussi de vous. S'il y a un truc que j'aimerais ajouter ici, c'est que peut-être bientôt, peut-être d'ici la fin de cette année, nous allons mettre tout ça en pratique. Pas seulement d'écouter, mais de montrer aussi comment ça se pratique, histoire que vous puissiez dans l'exercice comprendre où sont les différences, donc alors ressentir les différences, parce que la théorie c'est bien, c'est important pendant la salsa, mais il faut aussi que la pratique est importante, histoire de sentir, parce que tout ça c'est beaucoup plus une question d'émotion, de sentiment, et une fois que c'est bien pratiqué, on en profite énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez adoré, que vous avez profité de la vidéo. Si vous aimez l'idée selon laquelle c'est bien de partager ses connaissances avec les frères camerounais, alors je vous demande juste de vous abonner. C'est important, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous demande beaucoup plus de partager. Je vous demande beaucoup plus de partager aussi, parce qu'en partageant, d'autres danseurs pourront en profiter. Ok? Donc, sur ce, les gars. Si tu te montres du Cameroun, tu vas voir. Si tu te fiches du Cameroun, tu vas voir. Titi, la ligue, le Cameroun.